Bonjour, bonjour à toutes et à tous d'une cette magnifique ville avec ce magnifique panorama derrière. Et après cette ouverture qui a été vraiment en fanfare, on peut dire que la flamme olympique, on l'entend déjà arriver, tellement il y a d'enthousiasme et tellement il y a du contenu. Moi, je suis très heureuse et très privilégiée d'avoir un panel extrêmement exceptionnel avec un thème qui est peut-être le plus important, si vous me permettez, entre l'Afrique et l'Europe, c'est l'éducation. Une éducation pour tous, une éducation qui prépare au métier du futur et une éducation qui prépare au leadership inclusif. Parce que vous savez bien que nous avons 85% de métiers qui sont inventés ou réinventés. L'Afrique va souvent plus vite que l'Europe. Elle a souvent sauté des générations en termes de technologie, d'information et de communication. Et donc, voyons ensemble comment on peut construire un rapport entre l'Afrique et l'Europe pour une meilleure coopération en termes d'éducation. Et je vais commencer par Ulrike Verstappen-Knudsen. You are Deputy Secretary General of OCDE. You are the champion of gender equality and diversity in OCDE. And in your portfolio, you have a huge amount of topics, but especially the strategy of digitalization and technical transformation. Ulrich, based on your experience, based on the data that you have, could you please put us the frame and give us an idea of what's going on in terms, including of data and analysis, and what could be your recommendation both for Europe and for Africa? Thank you so much. Merci Chiara. En premier lieu, je suis ravi d'être ici avec vous et de partager cette discussion avec les dames ministres d'Afrique. Et bien sûr vous, Chiara, merci beaucoup. Mais ça suffit pour mon français aujourd'hui. Je vais continuer en anglais. Thank you. So I think that's better for everyone. With the available data today, Chiara, if you look at the total number of STEM graduates in Europe and Africa. In Europe, it's about 25% of all graduates that are STEM graduates. In Africa, it's about 21.7%. That may be okay for now, but it's not going to be enough in the future. When we look into the future at the OECD, in Europe, we see that 77% of all job openings between now and 2035 will be inside science and engineering, 77%. And if we look at Africa, and that's only sub-Saharan Africa, we will need 2.5 million more engineers. So what's pretty obvious is that we need more people to go into STEM education. So we need better access to STEM education, we need more quality of STEM education, and once graduates are out there in the market, we also need them to pursue these careers. You know, we have at the OECD this famous program called PISA. It stands for Program for International Student Assessment. And it also shows that how well you do in maths in school is very dependent on where you come from socioeconomically. So if you don't come from the highest social strata, you're bound to do worse in mathematics. That leads us at the OECD to 3 recommendations. First, we need to avoid certain systemic practices. For example, like just taking a grade once again. That is not the best way of getting pupils ready for STEM. Next thing is that we also want education systems to have better pathways that are better suited both for individual students but also for the job market. And then simply, basically, we need more investment overall in the education system to foster equity and inclusion. You mentioned girls as well, and actually here the picture is pretty mixed and very different between Europe and Africa. This is an area where Africa is ahead of Europe. In Europe, we see that only 32.8%, so less than a third of all students are women when it comes to STEM. We have to tackle in Europe, gender biases, stereotypes, not appropriate norms. We've just discussed this before, you and I, Chiara. That is an absolute necessity in Europe, also in curricula, to get more women, get more girls interested. Whereas in Africa, actually the challenges are a little bit further down the pipeline, because in Africa we're actually at 47% of STEM graduates that are women, yeah? Yeah, that's pretty good. The challenge is Africa, just one last point, the challenge is Africa that even though we see 47%
of graduates being women. Once they get into the STEM careers, like we see in the rest of the world, men do better. So here there are also challenges in terms of norms and stereotypes to overcome in order to make sure that the African women that actually graduate, they also do well in their careers. Thank you, Ulrich, and thank you for the good news. C'est une très bonne transition pour la ministre Camélia Ngoutou, parce que vous êtes ministre du Gabon. Vous êtes chez vous ici parce que vous avez fait des études en France. J'ai compris que Aix et en Sciences Po, c'est votre deuxième maison, comme prise Marseille. Et alors vous, justement, vous êtes aussi l'ambassadrice de la femme digitale, donc ça vient très bien. Vous êtes aussi l'ambassadrice du prix Margaret. Et je voudrais saluer Delphine Rémy de Beauboutan, qui est la créatrice, elle était une précurseuse, parce qu'il y a déjà 12 ans, elle a créé cette journée de la femme digitale en mettant en importance des femmes dans les métiers STEM. Et pourquoi? Je vous donne juste un exemple qui me frappe toujours beaucoup et que vous connaissez tous. Dans l'intelligence artificielle, il y a à peu près 22% de femmes derrière les algorithmes dans le monde, ce qui fait que, par exemple, quand on fait une reconnaissance faciale aux aéroports, vous avez une fiabilité de 88% pour les hommes et de 34% pour les femmes de couleur. Donc, c'est juste dangereux, parce qu'en fait, on ne reconnaît pas des femmes, parce que dans les datas, on ne l'a pas mis. Donc, moi, je voudrais, Camélia, que vous nous disiez d'abord, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes ministre depuis 4 ans, mais vous êtes aussi ministre dans ce nouveau gouvernement, et on a vu les ambitions de Monsieur le Premier ministre de la Transition. Est-ce que vous avez plus de moyens pour faire ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et surtout, qu'est-ce que vous faites pour les filles et les femmes dans les STEM, qui est votre grande passion? Merci beaucoup, Chiara. C'est un plaisir pour moi d'être là et merci au Premier ministre de m'avoir emmené dans sa délégation. Au quotidien, nous matérialisons la vision du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, sous l'impulsion de Monsieur le Premier ministre qui est là. Nous avons 4 piliers fondamentaux à l'éducation nationale. C'est les questions de gouvernance, donc les questions de recrutement des enseignants. Cette année, nous avons d'abord eu 1000 postes budgétaires et on nous a rajouté 400 autres postes budgétaires. C'est 900 postes. C'est suffisant? Pas encore, mais c'est déjà beaucoup par rapport aux autres années où on recrutait de moins en moins pour différentes questions et problématiques. Les écoles, souvent de formation, avaient été fermées parce qu'on était sur un programme avec le FMI, donc c'est réduction de la masse salariale et autres. Mais le gouvernement gabonais, sous la coordination du Premier ministre, a décidé d'ouvrir tous les concours de ces établissements de formation d'enseignants, des instituteurs et des professeurs. Donc on a eu 1000 postes budgétaires et comme c'était insuffisant, ils ont encore ajouté il y a quelques mois seulement 400 autres postes budgétaires et 900 postes pour les professeurs de sciences parce que nous connaissons des déficits. Ça, c'est sur les questions de gouvernance. Et pour la formation professionnelle et l'enseignement technique, nous sommes allés loin. Nous avons eu un discours franc avec les entreprises en leur disant « on vous donne accès à la présidence des conseils d'établissement et des conseils d'administration pour qu'on puisse travailler ensemble pour une meilleure adéquation formation-emploi ». Tout à l'heure, il y avait le directeur africain. On aurait beaucoup besoin de le faire en Europe aussi, ça. Oui, tout à fait. Il faut avoir un discours de vérité avec les entreprises parce que adéquation formation-emploi ne doit pas être qu'un discours ou un slogan. Ça doit se matérialiser en s'asseyant sur une table et en discutant franchement quels sont les besoins des entreprises et comment former de l'autre côté. Parce qu'on ne doit pas former des chômeurs, on doit former des gens à apprendre un métier et à pouvoir être absorbés sur le marché de l'emploi. Et sur les questions d'infrastructure et d'équipement, tout à l'heure, il y avait le directeur Afrique de l'AFD. Nous sommes sur un vaste programme de construction, d'extension, de réhabilitation des écoles. Nous travaillons sur une commission nationale de la carte scolaire qui regarde quelles sont les écoles en souffrance, comment il faut les équiper. Et vous parlez des STEM tout à l'heure. Dans nos équipements, systématiquement maintenant, dans les nouvelles constructions, nous avons des salles multimédia, des CDI. Donc, très tôt, nous initions les enfants déjà au digital. Et le troisième pilier chez nous, c'est la réforme pédagogique. Notre réforme pédagogique s'appuie donc sur la digitalisation des enseignements, parce que le Covid nous a montré qu'on ne peut plus enseigner comme il fallait. Au Gabon, il a fallu maintenir le lien pédagogique, et c'est grâce au digital, grâce aux médias, qu'on a pu maintenir le lien pédagogique. Mais nous sommes allés loin, parce que nous savons que nous avons toujours un déficit d'enseignants. De nombreux pays le connaissent. Nous utilisons aujourd'hui le digital pour permettre
permettre à des enfants qui sont maintenant habitués à voir soit un professeur ou un instituteur en présentiel dans une salle de classe, soit d'avoir un cours qui est déjà préenregistré avec des évaluations, ou alors de pouvoir avoir un écran interactif. L'enseignant est dans une province, notamment ici à Marseille, et il donne cours à Libreville. Donc ça permet de répondre au déficit des enseignants. La question environnementale, on en a parlé tout à l'heure, le Premier ministre est revenu largement là-dessus, et sur la transformation énergétique, nous travaillons sur l'introduction de l'éducation environnementale dès le primaire. Ça, c'est formidable. Oui, et pas seulement en situation de classe, mais nous introduisons le module dès les écoles de formation des enseignants pour que, quelle que soit la discipline enseignée, l'enseignant sache parler avec les enfants des questions d'éducation environnementale. Ce sont les citoyens que nous voulons demain et c'est maintenant qu'il faut les former. Nous avons également le programme Microsciences parce que, justement, fort de notre déficit de professeurs de sciences, nous permettons aux enfants d'avoir des mini-laboratoires en travaillant avec l'UNICEF pour pratiquer déjà sur les questions de physique, chimie, de SVT, sur des sujets qui sont très ludiques, notamment l'alimentation, comment allumer une lampe. Et c'est comme ça, avec ces exercices qui sont ludiques, que les enfants apprennent et on développe des vocations. Et il y a également ce qui concerne la vie scolaire. Nous avons des sujets d'intérêt commun avec la France et l'Europe, c'est les violences en milieu scolaire, le harcèlement en milieu scolaire. Nous avons travaillé avec des équipes aussi bien nationales qu'internationales pour avoir un guide de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire. Oui, parce que l'éducation, c'est un tout. C'est un tout, c'est un tout. Et l'éducation est le creuset et le reflet de la société. Ce n'est pas à l'école qu'on apprend à être violent, c'est depuis sa maison, c'est depuis son quartier. Donc il faut sensibiliser, il faut que toutes les couches de la communauté éducative se saisissent de cette question. Camélia, il faut que je vous coupe, parce que sinon, on ne va pas pouvoir écouter nos autres invités. Vous avez tellement de choses à dire, vous faites un métier avec tellement de passion que c'est difficile de vous arrêter. Mais puisque je vois le temps passer, j'ai beaucoup de choses à demander à notre autre formidable ministre, Maritou Koné, qui est ministre de la Côte d'Ivoire. Et vous, Maritou, vous avez un parcours exceptionnel, parce que vous êtes née dans un milieu où ce n'était pas forcément facile pour une jeune fille de faire des études, et le mot est faible. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre aventure et surtout nous dire comment ça vous a donné cette force pour le mettre en œuvre et pour savoir comment ça vous a inspiré pour au quotidien justement aider d'autres, là que vous avez le pouvoir de le faire, aider d'autres à s'en sortir. Merci de donner l'occasion à la Côte d'Ivoire de participer à cette importante tribune. Alors mon histoire, elle est toute simple. Je suis issue de famille musulmane et en raison de certaines pesanteurs socio-culturelles, j'étais prédestinée à être une femme normale. Une femme normale, c'est celle qui est chargée de la reproduction biologique et de la reproduction sociale dans une union, voilà, un mariage. Et puis, je suis passée donc de cette femme dite normale à la femme qu'on appelle la femme garçon, mais conservant sa féminité. Parce que j'ai suivi des enfants qui allaient à l'école. Mon père ne voulait pas que j'aille à l'école pour les raisons que je viens d'évoquer. J'ai suivi des enfants qui allaient à l'école, dans une école catholique. Et avec cette chance, aujourd'hui, je suis docteur en anthropologie, je suis député maire de Boundiali, je suis ministre de l'Éducation nationale. Bref, la femme peut devenir quelque chose. Un si vrai rôle modèle pour plein de jeunes filles. Voici donc ce parcours. Ce parcours que je mets donc à la disposition de mon pays, à la disposition des femmes de mon pays, à travers le mentorat, à travers le tutorat, à travers certains réseaux pour encourager les femmes à devenir quelqu'un, partir de rien pour devenir quelqu'un. Voilà. Alors là, vous venez juste de New York, vous avez parlé à l'ONU, vous avez passé un message fort. Est-ce que vous pouvez le partager avec nous? Le message fort, c'est... La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a 75% de sa population qui est jeune, qui a moins de 35 ans. Donc, le message fort, c'est faire quelque chose pour les jeunes, faire quelque chose pour la jeunesse. Et le message à New York, c'était l'éducation complète à la sexualité, c'est-à-dire faire en sorte que nous ayons des jeunes sains, mais bien formés. Et pour cela, il faut dérouler un certain nombre d'actions et d'activités. Et notre slogan pour la Côte d'Ivoire, c'est l'éducation pour tous, avec l'école obligatoire depuis 2015, une école de qualité, une école basée sur l'équité, donner la chance à chacun pour aller à l'école,
pour se former, créer des passerelles pour faire en sorte qu'on ne soit pas forcément dans l'enseignement général, mais qu'on puisse également, à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle, aboutir et déboucher sur des métiers qui soient des métiers du futur. Parce que nous ne devons pas tourner, attendre que l'administration, la fonction publique engage tout le monde. Et je voudrais dire que nous avons pour cela, au nom de l'éducation pour tous, un système d'infrastructure sous l'égide du président Alassane Ouattara. Nous avons multiplié les écoles préscolaires par 5, les écoles primaires par 3 et les écoles secondaires par 5 également, avec 18 lycées d'excellence, avec la valorisation également de la formation enseignante, parce qu'en plus des infrastructures, il faut un enseignement de qualité, il faut que les enseignants soient motivés, il faut que les enseignants soient formés. Et nous avons tout cela avec l'accompagnement de partenaires. Tout à l'heure, on parlait de partenariat public-privé. Nous avons eu la chance par rapport à la Côte d'Ivoire, en plus de tout ce que l'État fait, d'être accompagné par le secteur privé et d'être accompagné par des philanthropes. Je veux parler par exemple de la fondation CGMA qui nous a construit des écoles en Côte d'Ivoire. Nous avons l'UNICEF qui nous a construit des établissements. Pouvez-nous raconter cette école? Parce que je crois qu'elle est un peu particulière. Je voulais justement... L'école de la fondation. Cette école de la fondation de Tania Sadé, qu'est-ce qu'elle a fait de différent avec vous? Elle est particulière parce que, c'est une école qui est située en zone rurale. Zone rurale. Où on en a bien besoin. On en avait besoin. L'école, ce n'est pas forcément en ville, mais c'est sur l'ensemble du territoire. C'est également une école qu'on dit école en conteneur, c'est-à-dire que je parle des écoles fabriquées, des classes avec du matériau classique, du ciment et tout ça, parce qu'elles préservent l'environnement. Oui, elle a recyclé les conteneurs qu'elle transporte sur le bateau. Voilà, nous parlons de transition écologique. Voici un exemple de transition écologique, d'utilisation de matériaux qui préservent l'environnement. Nous avons également l'accompagnement par la coopération bilatérale ou multilatérale avec l'AFD qui nous a permis, sous l'égide du président Ouattara, d'avoir 168 établissements, 168 collèges de proximité pour rapprocher l'école des familles. Formidable. Ulrich, je pose la question en français parce que ça va être une question qui, je vois le temps passer, qui va concerner tout le monde. Il va y avoir 100 millions de jeunes africains qui arrivent sur le marché du travail dans les 5 prochaines années. 100 millions de travail. Est-ce que le marché, comment faire en sorte que ce marché africain puisse absorber cette main-d'œuvre si importante et que, comme les deux ministres l'ont dit si bien, qu'il y ait une adaptation aux métiers dont on a besoin et notamment ces fameux métiers du futur qui permettent de répondre aux défis. What should be done? Well, I think we need 3 drivers for economic growth and a vibrant job market in Africa. Africa is the continent with the youngest median age. It's 19. That is the median age in Africa. There's no doubt that this first half of this century will be the Indo-Pacific growth half century. But I think there's every opportunity for us, if we work together, Europe and Africa, for Africa to become the growth engine of the second half of the 21st century. But we need to lay down some ground policies now. We got to invest jointly, Europe and Africa, in African youth. That is about skills, technical and vocational training, and so on. We also need to invest more in the quality of jobs in Africa. For too many youth, for too many women, the pathway to a real job is through the informal sector. So we need better quality jobs. We need a smaller informal sector and a bigger a real formal sector. And the last thing I'll point to is that we need joint investments in renewable energies. There's a huge potential here. 60% of the best solar possibilities or solar resources globally are in Africa, but only 1% of installed solar energy capacity is in Africa. A huge potential. And how many talents are involved? It could create 9 million jobs in Africa between now and 2035, and another 3 million between 35 and 2050. This would also benefit Europe now that we're trying to move away from Russian energy. So in those 3 areas, investment in youth, investment in renewable energy, and investment in quality jobs, I think there's a huge potential here for Europe and Africa, help Africa become the growth engine
of the second half of this century, if not before, hopefully. Je vois avec Fray la montre tournée. Ma chère Camélia, qu'est-ce que vous faites pour répondre justement à ces défis, à former les jeunes générations des talents qui soient à la fois capables de gouverner, d'être actifs dans l'énergie? Vous avez entendu 9 millions d'emplois sont disponibles maintenant simplement dans le solaire. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, pour préparer la génération des Gabonais qui puissent faire face à tout ça, notamment dans un pays qui a autant de ressources? Justement, c'est en adaptant nos formations, notamment l'enseignement technique et professionnel et la formation professionnelle. Nous avons par exemple au lycée Paul Couillat une formation justement pour les énergies renouvelables. Mais je pense qu'il faut miser également sur le digital, comme nous le faisons avec la journée de la femme digitale. C'est mettre en lumière ces femmes qui innovent, qui créent grâce au digital. C'est d'avoir des rôles modèles. Parce que tant que des femmes ne s'identifient pas à d'autres femmes, elles se disent souvent que c'est difficile soit de se former, soit d'entreprendre dans ces secteurs-là. Et c'est de regarder ces rôles modèles comme ce qui a été fait dans le livre Les athlètes de l'innovation et voir qu'entreprendre est un sport de très haut niveau. C'est ensuite de créer des réseaux forts entre les femmes, entre les jeunes européennes et africaines et de dire comme Mandela qu'aucun de nous seuls ne peut atteindre le succès. L'Europe a besoin de l'Afrique a besoin de l'Europe, mais nous devons décomplexer nos relations et tenir compte de nos besoins réels. Il faut qu'il y ait des partenariats qui se fassent entre nos entreprises, mais il faut former localement notre jeunesse. Notre jeunesse, c'est investir dans nos écoles, dans la construction, dans les programmes, en échangeant nos professeurs et de se dire qu'ensemble, nous pouvons participer au développement et de l'Europe et de l'Afrique. Merci infiniment, Camélia. Alors, ce n'est pas tout à fait le mot de la fin, même si je vois que vous êtes parfaitement prête pour les Jeux Olympiques, puisque vous dites que l'entrepreneuriat est un sport olympique, donc vous préparez les nouvelles générations aux prochaines Olympiades, c'est formidable. Et alors, comme je disais avant, vous êtes vraiment un rôle modèle. Qu'est-ce que vous faites alors, vous, pareil, en Côte d'Ivoire, et puis même au-delà, parce que vous avez une vision très internationale, mais non, on va prendre quelques minutes pour vous entendre tout de même. Qu'est-ce que vous faites, chère Mariatou, pour préparer cette nouvelle génération et justement être adapté à ces métiers, notamment l'énergie, mais pas seulement, et surtout avec les filles aussi? Je crois qu'il faut... c'est un appel à la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons besoin inversement l'un de l'autre, d'autant plus que nous sommes unis par différents défis. Le défi de la transition énergétique, le défi de la sécurité, de la stabilité, de la paix. Le président Alassane Ouattara a pu bâtir tout ce que je viens de dire parce qu'il y avait la paix, parce qu'il y avait la stabilité. Le défi du genre, à travers tout ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons une éducation inclusive, femmes, population, disons, personnes à handicap, personnes en situation de handicap, avec certaines difficultés et tout ça. Nous avons ensemble également le défi de l'environnement. Et c'est pour cela que pour la Côte d'Ivoire, nous avons réaménagé nos curricula pour intégrer tout ce que je viens de dire, le genre, la question de l'employabilité, la question de la sécurité, etc., etc. Et je voudrais dire, pour terminer, merci de nous avoir accordé cette tribune, parce que je vois que le temps est en train d'avancer. Merci, ça c'est la rigueur des femmes. Je voudrais juste peut-être le mot de la fin, Ulrich, if you could just say the last sentence, just to give us the courage to do something. Just 30 seconds. We've been talking a lot about youth. We've been talking about girls and women. And with three women on stage here, three fantastic women on stage, I would just like to raise a warning flag, because if we look at the latest polls from the Reykjavik Global Index and our own OECD Social Institutions and Gender Index, things are moving in the wrong direction. And they're moving in the wrong direction on two parameters. First, between our young boys and girls across the world, we're seeing boys turning away from gender equality, being less and less progressive, being less and less favorable to young girls and women having a career, for example. But also, if we look at this through the prism of different generations, things are getting worse. Also, the young women and the young boys are less progressive, less concerned about gender equality than their parents.
I hate to say it, we are the progressive generation, and we need to put more of a spotlight on this if we want the youth to do better than we have. So thank you so much, all three of you, for being role models, and thank you to Let's Brun for putting this super important topic on the agenda. Thank you, Ulrich. Mais je voudrais prendre ne pas terminer sur une note négative, mais une note positive. C'est vrai que les chiffres ne sont pas bons, mais c'est vrai aussi qu'il y a des femmes formidables et des hommes formidables qui ont vraiment compris qu'on ne peut pas construire un monde meilleur sans les femmes et que la contribution des femmes est essentielle dans l'éducation et dans tout. Merci infiniment.